Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la RTB. Toutes nos excuses pour ce démarrage tardif de cette édition indépendante de notre volonté, des raisons techniques. À la une de l'actualité ce soir, dans 5 mois, des milliers de jeunes burkinabés vont bénéficier de formations de qualité dans des métiers porteurs. Les travaux de construction des centres de formation ont débuté ce mardi à Ouagadougou. Les détails à suivre dans quelques instants. 2020, année de vote pour les Burkinabés de l'étranger. Ceux de Côte d'Ivoire l'espèrent de tout cœur, avec quelques inquiétudes quant à la tardive adoption de la nouvelle constitution. Cette diaspora voit en ce vote une reconnaissance de leur appartenance à leur mère patrie. Il était au sommet de sa gloire lorsque tout a basculé. Toussaint Natama, ancien footballeur burkinabé, a porté les couleurs nationales entre 2002 et 2004. Après une blessure contractée lors d'un match face à la Guinée-Conakry, Toussaint Natama broie du noir aujourd'hui. Témoignage à suivre dans une vingtaine de minutes. Bienvenue à tous et une fois de plus, toutes nos excuses. Tout d'abord, sachez que l'enquête sur les attentats du 2 mars perpétrés à l'ambassade de France et à l'état-major général des armées suit son cours. La gendarmerie nationale lance un appel à témoins. Les portraits robots de 7 des 8 terroristes ont été publiés, comme vous pouvez le voir sur ces images. Toute personne les ayant aperçus ou qui aurait des informations sur eux est priée de contacter les services de sécurité sur les numéros d'urgence que sont le 16, le 17, le 10-10 ou alors de se rendre à la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police le plus proche. Et puis, on parle de ce programme Population de l'Union européenne. Il est exposé à la faveur d'un colloque qui se tient en ce moment à Ouagadougou. Quels sont les leviers et quelles sont les actions à mener pour améliorer les indicateurs en matière de population au Burkina Faso? Le pays attend beaucoup de ces assises, nous disent Salifou Belem et Moumouni Soubeiga. Estimée à 14 millions d'habitants par le recensement de 2006, la population du Burkina pourrait atteindre 28 millions d'habitants en 2030. La gestion de cette croissance démographique galopante est un défi que ce présent colloque Population et Développement compte relever, notamment avec le lancement officiel du programme Population de l'Union européenne. Ce programme Population de l'Union européenne est un montant total de 16 milliards de francs CFA sur 5 ans. Il vise à montrer l'intérêt de l'état civil dans la vie sociale, au plan démographique, au plan politique, au plan juridique, au plan administratif et au plan socio-économique, parce que l'état civil détermine l'amélioration des droits de la population dans son ensemble. Les questions de population préoccupent également les plus hautes autorités du Burkina, selon la ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, coprésidente du colloque. Pour elle, il est question de tirer profit du dividende démographique, mais en prenant en compte la nécessité de contrôler les naissances. Ces dernières années, le Burkina a connu une croissance économique appréciable. En dépit de ses performances, les efforts de développement du pays restent plombés par la pression démographique et le poids considérable des personnes dépendantes. Pour que les défis de la croissance démographique soient relevés, il est impérieux que les grandes orientations et actions de notre politique de population s'inscrivent dans une dynamique de long terme. Le colloque Population et Développement, quel levier, quelles actions est mené par l'Union européenne et le Burkina Faso à travers l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo et l'ISSP. Il vise à permettre aux parties prenantes de s'approprier la question, de partager les expériences et surtout de proposer des politiques appropriées de gestion des populations qui constituent les premiers facteurs de développement. Une plateforme pour interagir sur les questions de développement. Les jeunes sont en première ligne de cette initiative portée par le réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies. You Report, c'est le nom de cet espace virtuel où sont posées les préoccupations réelles des jeunes. La plateforme a été présentée à des décideurs. Le point avec Urbain Benito Sommet et Frédéric Etienne Bassenga. Le réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies pour les objectifs du développement durable, ROJALNU,
présente le projet U-Report aux collaborateurs du président du Faso et aux parlementaires burkinabés. U-Report est une plateforme qui permet aux jeunes d'échanger à travers des SMS sur leurs préoccupations, de donner leur avis sur les questions de gouvernance et de s'exprimer sur les grands sujets d'actualité. C'est une plateforme qui permet aux jeunes de discuter de leurs problèmes sans tabou, mais aussi de dire de façon anonyme à l'autorité ou aux décideurs, voilà ce que nous attendons, voilà ce que nous voulons. Donc c'est dans ce sens que nous avons estimé, avec la bénédiction de l'UNICEF, qui est le partenaire du ministère de la Jeunesse, qu'il était important d'aller vers les plus hautes autorités de ce pays pour en tout cas les connecter. C'est une initiative appréciée non seulement pour la pertinence de l'idée, mais aussi pour les possibilités qu'elle offre. Et cette plateforme est la bienvenue et je pense que ce serait avec cette présentation une occasion de faire davantage connaître la plateforme et permettre aux collaborateurs du chef de l'État, aux parlementaires et à tous les autres décideurs de se faire une idée de comment ça fonctionne et d'avoir une juste appréciation des points de vue et des opinions qui sont sur la plateforme et qui permettent, chaque fois que c'est nécessaire, de rebondir. U-Report existe depuis maintenant 2 ans. La plateforme compte aujourd'hui plus de 35 000 membres à travers le Burkina Faso. Voici une actualité qui va certainement réduire certaines préoccupations des jeunes burkinabés. 2 centres de formation devraient être fonctionnels dans 5 mois. Le projet emploi des jeunes et développement des compétences voulu par le gouvernement burkinabé prend forme. Il est soutenu par la Banque mondiale et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Moussa Ouedraogo Moussissé pour le reportage. Dans 5 mois, ce sont des immeubles flambants neufs qui surplomberont la zone de Ouaga Inter. Ces immeubles abriteront le centre de formation en bâtiments et travaux publics et le centre de formation en tourisme et hôtellerie. D'une capacité d'accueil d'environ 2000 apprenants, ce centre viendra renforcer l'offre de la formation professionnelle au Burkina Faso. C'est un centre qui a vocation à être le plus grand du pays, sinon même de la sous-région. Ce centre, vous l'avez bien noté, va former les gens dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Notre pays est un pays qui est en chantier, donc nous avons besoin de ces compétences-là. Ce centre va également former les gens dans l'hôtellerie et dans le tourisme. Notre pays également a un potentiel touristique qui n'est pas suffisamment donc, exploité et nous pensons qu'avec les qualifications que les apprenants vont avoir à travers ce centre-là, nous pouvons développer ce secteur qui est aussi important pour l'économie nationale. D'un coût d'environ 3,7 milliards de francs CFA, la construction de ce centre est le fruit de la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé. Parce que nous sommes conscients d'une chose, on ne peut offrir de meilleures choses à un enfant que la connaissance. Et la connaissance que nous offrons aujourd'hui aux enfants, c'est la qualification professionnelle. Et nous avons réalisé cette infrastructure sur fonds propres. Et ça n'a pas été facile de mobiliser cet argent, nous l'avons fait. Nous avons un partenaire qui est la Banque mondiale et d'autres partenaires qui doivent nous accompagner dans les équipements. Nous avons fait notre part et nous espérons qu'ils vont nous suivre très très prochainement. Dans ce centre, les apprenants seront formés entre autres en maçonnerie, carrelage, restauration et en tourisme. Avec la construction de ce centre, les premiers responsables espèrent former de vrais entrepreneurs pour le développement du pays. À l'hémicycle ce 10 avril, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était face aux élus nationaux. Une seule question orale du député Lassina Ouattara, suivie de débats apportés sur la couverture médiatique au Sahel. Les temps forts avec Roger Bébamba et Nathalie Sawadogo. La couverture médiatique et le volet communication au niveau du programme d'urgence du Sahel, c'est la seule question orale avec débat qui était au menu de cette plénière à l'Assemblée nationale. Face aux parlementaires, le ministre de la Communication fait l'état des lieux de la couverture médiatique des zones déclarées rouges, notamment le Sahel. Nous avons simplement fait l'état de la couverture des activités du PUS par les médias. Nous avons fait également l'état de la couverture de la zone concernée par le PUS, par les outils de communication étatique à travers la SBT, la RTB et Sidoya.
Et nous avons également posé la problématique donc d'une véritable stratégie de communication qui doit s'appuyer donc sur la mise en place du comité donc de pilotage afin donc de créer cette phase de relation entre les populations, les leaders politiques, les élus locaux et les différents acteurs de développement de la zone. Les zones du Sahel et du Nord ont été longtemps délaissées selon le ministre et la couverture médiatique au niveau de la télévision et de la radio n'était pas effective. Mais de nos jours, poursuit le ministre, il y a des avancées notables. Il faut saluer donc la SBT qui permet aujourd'hui d'atteindre quasiment 75% de couverture nationale. Il reste au niveau du Nord des sites à construire pour que cette couverture-là soit parfaite. Avec notamment la radio nationale et la radio rurale, nous avons un programme d'installation d'émetteurs qui a permis donc de combler le vide radiophonique dans cette zone-là. Il reste encore quelques efforts à faire, mais je pense que dans l'ensemble, nous avons atteint à peu près 68% pour ce qui est de la radio rurale et 80% pour la radio nationale dans la zone. Donc il y a des efforts à faire, mais nous avons énormément avancé durant ces 2 dernières années. Et le ministre de la Communication d'ajouter que des mesures sont prises pour que les zones frontalières aient accès aux installations des émetteurs. Plus d'une trentaine ont été déjà installées et cela grâce au déploiement de la SBT pour que les différentes presses puissent couvrir ces zones. Les retards décriés dans la mise en disposition des décisions de justice seraient liés à la rédaction de ces décisions. C'est la conviction du ministère de la Justice qui renforce les capacités des magistrats en la matière. La formation se tient à Ouagadougou, nous disent Issa Kafando et Aimé Solange Guigma. C'est une formation qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la politique nationale de justice. Il s'agit ici de susciter le débat sur les différentes techniques de rédaction des décisions de justice pour plus d'efficacité dans leur disponibilisation au profit des justiciables. C'est montrer comment est-ce qu'on peut rédiger plus rapidement les décisions de justice, de sorte à ce que les justiciables aient leurs décisions à temps. Parce que lorsqu'on rend une décision et que la décision n'est pas disponible, c'est comme si on niait le droit donc, du justiciable à exercer donc ses voies de recours. Et donc c'est pour pouvoir pallier cette difficulté qu'on essaie donc de leur apprendre les nouvelles techniques de formation pour qu'ils puissent rendre plus rapidement et plus efficacement les décisions. On va faire un rappel des bases théoriques de la décision de justice. En fait, la fonction de juge et les décisions de justice. Après, il y aura les styles de direction des décisions de justice et puis il y aura la composition des décisions de justice. L'exercice pratique, c'est de faire de sorte que, comme vous l'avez connu ici au Burkina, la redevabilité permet aux populations de pouvoir lire correctement les décisions de justice et comprendre les bases sur lesquelles le juge s'est fondé pour rendre sa décision. L'objectif de cette formation est d'améliorer les connaissances de ces magistrats en la matière et leur fournir plusieurs outils pour un traitement rapide des décisions de justice. Ce cadre d'échange de 112 heures a été financé par le 10e Fonds européen de développement. On parle à présent d'une autre formation qui concerne cette fois les agents des forces de défense et de sécurité. La police de proximité est au centre de cette session qui concerne une centaine d'hommes détenus. Adama Guiti et Oumar Zombré nous en parlent. Œuvrer en synergie d'action pour contrer toutes les formes de criminalité au Burkina Faso, c'est tout l'enjeu de cette session de formation des formateurs en police de proximité. Cette session de formation est la résultante de l'une des recommandations du Forum national de la sécurité. L'instruction nous a été donnée de mettre en place un dispositif efficace qui puisse réaliser cette recommandation du Forum national sur la sécurité. C'est en cela que selon nous, il est nécessaire de former un vivier de formateurs sur le nouveau concept et la nouvelle démarche de police de proximité. La police de proximité, une police dans laquelle chaque citoyen, sans se substituer aux forces de défense et de sécurité, est le garant de la sécurité de son voisin et partant de là, de la nation entière. Et pour que cela soit une réalité, il faut établir une bonne base relationnelle entre les hommes détenus et les populations à la base. On va leur montrer les techniques qu'il faut utiliser pour pouvoir préparer un bon module et également comment est-ce qu'il faut animer le module sur le terrain. Et il y aura également un deuxième module qui va porter sur les techniques pédagogiques, les techniques et les méthodes pédagogiques qu'il faut utiliser pour pouvoir transmettre le savoir sur le terrain. Cette formation vient à point nommé
Parce qu'aujourd'hui, le contexte, comme vous l'avez dit, veut que l'ensemble des acteurs, aussi bien les forces de défense et de sécurité et les populations, puissent participer et mettre dans la main à résoudre le problème de sécurité. Cette session de formation des formateurs en police de proximité va durer 6 jours. Une centaine de personnes, dont des militaires et paramilitaires, y prennent part. Voilà, ils prennent part certainement. On en vient à ce vœu partagé par plus d'un Burkinabé de la diaspora, le vote des Burkinabés de l'étranger. La disposition est inscrite dans la nouvelle constitution, mais sa tardive adoption fait planer le doute de ce droit. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux à croire que 2020 sera leur année. Palandrogo, Jean Zongo et Zalissa Sanfo sont allés à la rencontre de ces Burkinabés. Suivez plutôt. Les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire scrutent l'horizon 2020 avec beaucoup d'espoir. L'espoir de pouvoir enfin participer au choix du président du Faso. Et cette question du vote des Burkinabés de l'étranger a toujours fait l'objet de lutte depuis plusieurs années, des années avant nous. Et nous, à notre niveau, quand on a démarré notre activité donc, dans la société civile, il y a quand même une dizaine d'années, nous avons dit effectivement qu'il fallait continuer cette lutte-là pour que le vote des Burkinabés de l'étranger soit une réalité. Cela fait longtemps qu'on nous promet que nous allons voter, mais à chaque fois, c'est toujours reporté encore et encore. Voter, c'est tout ce qu'ils demandent. Et même si certains sont toujours sceptiques, beaucoup croient que le pas est déjà franchi pour que ce vote des Burkinabés de l'étranger soit une réalité. J'étais très heureux de voir que dans le document final, effectivement, il figure dans la Constitution le vote des Burkinabés de la diaspora à partir déjà de 2020. Donc, c'était une grande joie pour nous, c'était une victoire pour la diaspora. À ce vote, ils y tiennent. Et plus qu'un acte civique, pour cette diaspora, le vote est une reconnaissance de leur identité et donc de leur appartenance au Faso. Si nous arrivons à participer au vote, nous nous sentirons burkinabés comme ceux qui sont au pays. J'ai 40 ans, j'ai jamais voté. Moi encore. Il y a des gens qui ont 70 ans, qui n'ont pas voté, qui n'ont jamais voté de leur vie. Donc, vous vous imaginez comment c'est important pour nous, très important pour nous, cette question du vote des Burkinabés de l'étranger. Au-delà même de l'acte d'aller voter, c'est la reconnaissance que nous on recherche derrière. Derrière, on va se sentir vraiment burkinabé en fait. Autre action, saluée ici au bord de la lagune Ébrié et qui va selon eux permettre une meilleure prise en charge de leurs préoccupations, la nomination d'un ministre plein pour les Burkinabés de l'étranger. Ministre dont ils espèrent va peser de tout son poids pour que ce vote des Burkinabés de l'étranger voit enfin le jour. Le Dozoya, ou l'ensemble des valeurs culturelles des Dozo prônées dimanche dernier dans le quartier Tounouma de Bobo-Dioulasso. C'est là que s'est tenue la rencontre annuelle de la Fédération des chasseurs traditionnels, les Dozo du Burkina. Le rassemblement a connu la participation des Dozo venus d'ailleurs. Le point avec Drissa Traoré et Moumouni Baro. La rencontre annuelle de la confrérie des Dozo appelée couramment Djibon a encore tenu toutes ses promesses à Bobo-Dioulasso. Pendant 3 jours, ces chasseurs traditionnels Dozo entendent ainsi renforcer l'entente entre les membres de la confrérie à l'occasion de ce rituel qui a toute sa place dans la tradition africaine selon les organisateurs. Le Djibon, c'est en fait, c'est pas forcément une fête, mais c'est une cérémonie pour d'abord remercier le Dankou de ce qui s'est passé l'année écoulée et maintenant demander la bénédiction donc du Dankou pour l'année à venir. Alors cela ne peut pas se faire sans que les Dozo qui sont là puissent vraiment dans l'amitié, dans l'allégresse, pouvoir manifester, danser surtout pour cette cérémonie-là.
le Mali et la Côte d'Ivoire, fortement ancrés dans la tradition des Dozoya, la science des Dozo, ils sont aussi présents pour promouvoir la valeur culturelle et ancestrale qu'incarne la confrérie des Dozo. Vous voyez, quand nous faisions la valorisation de nos cultures ancestrales, il n'y a pas plus mieux que ça. Quand nous prenons l'exemple sur l'Asie, l'Asie vient avec ses valeurs ancestrales. Chez nous, le bouddhisme est leur religion, et la nôtre alors. Donc nous disons, jeunes Africains, nous sommes fiers. Dozo D, Dozo Ba, nous sommes fiers d'être Dozo, puisque c'est notre religion à nous et c'est nos rites. Et c'est la garantie que nous avions. C'est l'enseignement que nos parents nous enseignent depuis l'initiation jusqu'à la maturité de l'homme, jusqu'à sa mort. Donc nous disions, nous sommes très fiers de nos ancêtres et que nous allons les adorer jusqu'au restant de nos vies. Malgré la fine pluie, les sons de ngoni et les coups de fusil ont retenti toute la nuit au grand bonheur des invités. L'intégration sous-régionale également prônée à Barani, dans la province de la Kossi. La localité est bien connue pour son festival culturel hippique qui est à sa 17e édition. Le Feshiba a donné l'occasion aux ressortissants de la province de parler cohésion sociale face à la crise sécuritaire que connaît la région. Yves Rwamba et Aïcha Dianda. Le cheval est de nouveau magnifié dans cette partie de la boucle de Mouhoum. Et à cette cérémonie d'ouverture du Feshiba, le festival culturel et hippique de Barani, le public a eu droit à des démonstrations. Et promotion de la production équine au Burkina, c'est le thème de l'édition du Feshiba 2018. Ce thème, en tout cas pour cette année, était tellement évocateur que nous sommes retrouvés en tout cas dans l'obligation, ce sont nos devoirs de venir en tout cas les accompagner pour que nous puissions ensemble voir comment après nous pourrons ensemble encore statuer sur ce que va être ce festival. Qu'est-ce que ça peut nous procurer en termes de production d'animaux performants. C'est tout ce monde que vous voyez ici. Aussi bien les musiciens, les cavaliers, les spectateurs sont répartis entre ceux de Barani et de Wankoro. Donc c'est notre fête à nous. Au-delà de l'aspect festif, l'intégration sous-régionale est l'un des enjeux de la 17e édition du Feshiba. Dans le contexte que nous connaissons, le fait de pouvoir tenir le festival, contrairement aux autres contextes habituels, je pense que c'est déjà une innovation. Et le deuxième élément, c'est qu'il est question pour nous de préparer la relève. Préparer la relève, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que les jeunes générations s'intéressent à la production équine, aux activités équestres. Outre les activités hippiques, la lutte traditionnelle, la danse, le football sont au menu de la rencontre annuelle de Barani. Cette question à présent, que devient Toussaint Natama, l'ancien sociétaire de l'EFO qui a marqué les esprits à Westerlo en Belgique avant d'être contraint à l'abandon de sa carrière, une carrière qui était pourtant bien partie jusqu'à ce match amical joué contre la Guinée-Conakry. 14 ans après, Natama Broie du Noir, Adama Guiti et Jean-Modeste Ouedraogo sont allés à la rencontre de l'ancien étalon. Suivez. Presque au bord des larmes, le regard perdu dans le vide, Toussaint Natama est en ruine. Sa vie a basculé un soir de janvier lors d'un match amical des étalons face à la Guinée-Conakry. C'était face à la Guinée-Conakry et de Diambo Baldé. Voilà. Maintenant, il y a une balle aérienne où moi je suis parti pour couper et lui, il est venu par derrière, il m'a pris à la nuque. Bon, depuis cet instant-là, je le vois l'action mais je ne sais plus ce qui s'est passé. Parce qu'après ça, je pense qu'on m'a transporté dans un service de réanimation à Marseille, où j'ai passé 2 semaines de coma avec le docteur Koné. Bon, et puis on ne m'a rien dit jusqu'à présent. Commence alors le chemin de croix, après la CAN 2004. Ses efforts pour bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée sont vains. On a été éliminés avec 2 défaites et un match nul. Voilà, donc
C'est là maintenant qu'on est rentré ici à Ouagadougou. Et ça n'arrête toujours pas parce que on ne m'avait pas dit, mais j'avais une hémiplégie du côté gauche qui dure jusqu'à aujourd'hui. Si vous regardez les deux pieds là, vous allez voir que celui-là est plus mince que celui-là. Sa mère de 68 ans, retraitée depuis 2008, ne comprend pas ce qui est arrivé à son fils. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je lui ai toujours posé la question. Le dossier médical. Mais si tu t'es blessé, on ne veut pas te soigner. Si nous, on a le dossier médical, au moins, on peut demander aux jeunes de nous aider, on va te soigner. Elle pointe un doigt accusateur sur les responsables de la fédération de football de l'époque. C'est un Burkinabé quand même s'il n'a pas quelqu'un. C'est parce qu'il est Burkinabé. Et c'est parce qu'il jouait bien qu'on l'a appelé de venir jouer. Quels sont ceux-là qui l'ont appelé là? Quels sont ceux-là qui l'ont appelé? Ils ne sont pas là. L'administration est une continuité. À 38 ans, le rêve de Toussaint est brisé. Il demande une seconde chance pour redonner un sens à sa vie. Ça ne va pas. Je ne sais même pas si je suis en bonne santé. Et je ne sais même pas ce qui se passe. Donc, la première chose que je vais demander, si il y a une perspective comme ça, c'est qu'on me soigne véritablement. En attendant des lendemains meilleurs, Toussaint garde le sourire pour garder le moral et l'espoir. Actualité hors de chez nous, au Togo, où le gouvernement dit non et l'opposition persiste. La coalition des 14 partis de l'opposition a annoncé la reprise des manifestations de rue cette semaine. Selon le ministre de l'administration territoriale togolaise, le refus du gouvernement trouve son explication dans les recommandations du facilitateur, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Démarche en vue cette semaine au Togo à l'appel de la coalition de l'opposition qui proteste depuis 7 mois contre le président Faure Gnassingbé. Mercredi 11, jeudi 12 et samedi 14 avril 2018, telles sont les dates retenues par la coalition pour contrecarrer, dit-elle, le dilatoire et le refus du régime de respecter ses engagements pris en présence du facilitateur, notamment la mise en œuvre des mesures d'apaisement et l'arrêt des préparations unilatérales de consultations électorales. Ces manifestations avaient été suspendues en raison de l'ouverture le 19 février d'un dialogue avec le pouvoir sous l'égide du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Mais l'opposition a plusieurs fois menacé de rappeler ses partisans dans la rue. Elle accuse en outre le gouvernement de poursuivre unilatéralement le processus devant conduire aux prochaines élections, notamment les législatives dont la date n'a pas encore été fixée. Dans une lettre adressée à l'opposition, le ministre de l'administration territoriale, Payado Wabouk-Pessi, a indiqué que ces marches seront interdites. Malgré quelques concessions faites par le gouvernement à l'opposition, à travers la libération d'une partie des personnes arrêtées pendant les premières manifestations, les pourparlers achoppent sur la question du retour à la Constitution de 1992, notamment le point concernant l'éventualité d'une candidature de Faure Gnassingbé en 2020, rejetée à corps et à cri par l'opposition. Dans les quotidiens de ce mardi, l'affaire Fonds commun fait toujours parler d'elle. D'autres sujets sont également abordés par Vincent Kendrobiogo qui signe la revue de la presse. Affaire de fonds commun, des acteurs économiques entrent dans la danse et réclament sa suppression, peut-on lire dans Aujourd'hui au Faso. Car ne voulant plus être la vache à traire pour flatter des enfants, impensable, selon eux, que pendant que le peuple agonise, des agents de l'État se partagent sa contribution. Et dans Sidoya, cette coalition nationale des acteurs de l'économie pour un commerce équitable menace de bouder les services du ministère des Finances si d'ici fin mai, cette suppression n'est pas effective. Et le gouvernement devra trouver un autre canal pour leur permettre de continuer à payer leurs taxes pour la continuité de l'État. Élément instrumentalisé ou vrai défenseur d'une équité, l'essentiel est de lutter pour un Burkina meilleur, quel que soit ce que l'on dira, répondent-ils. De nombreux dégâts matériels, c'est le bilan d'un incendie hier au marché de Pouitenga, rapporté par le journal Le Pays. Et c'est un magasin qui a pris feu tôt le matin, un magasin qui contenait des pesticides, de l'acide et même des produits explosifs. Mais l'incendie a pu être circonscrit grâce à une intervention rapide des sapeurs-pompiers. Reste à savoir son origine, mais sur place, toute main criminelle est écartée selon le journal. La chicha, vous connaissez? Eh bien, c'est l'art de se noyer dans la grande pipe à eau
Dans ce dossier, l'observateur Palga se plonge dans l'univers d'un nouveau type de fumeurs à Ouagadougou, ceux qui fument la chicha, préparée avec différentes sortes d'arômes selon les goûts et fumés dans des pipes, comme vous le voyez sur ces images. Un cocktail prisé des jeunes et même que des élèves prennent la dose avant d'aller en classe à l'insu des parents. Mais tout ce qu'ils ne savent pas, c'est que 50 bouffées valent 2 paquets de cigarettes, révèle un spécialiste, alors que beaucoup en fument à longueur de journée. Et je reprends pour vous cet appel à témoins de la Gendarmerie nationale. Il rassure que l'enquête sur les attentats du 2 mars dernier, perpétrés à l'ambassade de France et à l'état-major général des armées, suit son cours. Les portraits robots des 7 des 8 terroristes ont été publiés, comme vous pouvez le voir sur ces images. Toute personne les ayant aperçus ou qui aurait des informations sur eux est priée de contacter les services de sécurité sur les numéros d'urgence que sont le 16, le 17, le 1010 ou alors de se rendre à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche. Et puis, dialogue citoyen, c'est ce soir et le ministre des Mines et des Carrières est l'invité. Simon Gongo, bonsoir. La veille citoyenne sera une fois de plus matérialisée ce soir. Oui, bonsoir, Peggy Vedraogo, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, dialogue citoyen a pour inviter ce soir le ministre des Mines et des Carrières. Avec lui, nous parlerons de l'impact du secteur minier dans le développement de notre pays, comme prévu dans le PN2S, le Plan national de développement économique et social. Pour vous donner une idée, le chiffre d'affaires du secteur minier en 2017 a tourné autour de 1000 milliards de francs CFA et pendant ce temps, l'État n'a enregistré que 230 milliards de francs. Ce soir, on parlera aussi de la perception des citoyens sur le secteur minier et bien sûr la répartition équitable et la prospective minière. Dialogue citoyen, c'est tout à l'heure après votre journal. N'oubliez pas, l'émission est interactive. Et oui, elle est interactive justement sur la plateforme presimed.bf, mais aussi en appelant au 25 40 79 03. À tout à l'heure. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.